Donc après la vie pendant le confinement, après la vie avec le déconfinement, j'aborde la troisième partie de ce petit exposé sur la crise du Covid-19, la vie d'après. Alors, il se trouve que dans cette période de confinement, j'en ai profité pour ranger ma bibliothèque. Et j'ai retrouvé, en rangeant cette bibliothèque, des ouvrages, Jacques Attali, La crise et après, par exemple cet ouvrage auquel j'avais d'ailleurs contribué, Ce que la crise a changé, 60 personnalités imaginent le monde de demain. Simplement, ce n'était pas évidemment la crise de 2020, c'était la crise de 2008. Et j'ai relu ces textes, ça rend extrêmement modeste. Ça rend extrêmement modeste sur... il y en a d'autres, bien sûr, sur les prévisions d'avenir. C'est vrai que relire ces textes qui nous annonçaient un monde d'après idyllique, radieux ou au contraire catastrophique, permettent de prendre un peu de distance et d'être, si je puis dire, un tout petit peu prudent. Et je me mets dans la barque de cette critique et de cette autocritique. Je trouve que mon texte en 2008 n'était pas très bon. Donc évitons les erreurs et évitons cette tentation qui est naturelle, notamment chez les intellectuels, qui consiste à dire que tous les faits, quoi qu'il arrive, confirment leur théorie. Tous les faits, quoi qu'il arrive, confirment leur théorie. Quelles que soient les conséquences, nous avons les causes. C'est un trait naturel, qui est un trait, si je puis dire, non pas d'intellectuel, mais d'idéologue. Les idéologues considèrent qu'il y a une grille de lecture du réel et qu'il faut que les faits impérativement se conforment à cette grille de lecture. Et ça marche à tous les coups. Donc c'est un peu le sentiment qu'on a dans ce qui se passe aujourd'hui avec ceux qui nous parlent du monde d'après. Pas tous, heureusement, il y a des gens tout à fait intéressants et très stimulants, mais il faut bien reconnaître que la tentation est de dire « on vous l'avait bien dit », c'est ce qui nous arrive, et de toute façon, voilà le monde d'après, soit en se disant « il faut tout changer », soit au contraire en disant « il ne faut rien changer ». Et par rapport à ces deux extrêmes, il me semble qu'il faut avoir une position modérée, naturellement centriste, un peu intermédiaire, en disant que tout ne sera sans doute pas comme avant, mais pour autant, nous gardons la matrice de notre temporalité, et aussi parce que, d'une certaine façon, nous mesurons peut-être aujourd'hui que avant, nous vivions pas si mal. Voilà, nous avons parfois perdu un certain nombre de choses et qu'une perspective de bouleversement total sur tous les plans de notre existence ne serait pas totalement souhaitable. Cette vie d'après est donc, si je fais un petit repérage de ce qui est présent sur le marché des idées aujourd'hui, nous est présenté ce monde d'après de trois manières. Je crois, je suis un peu exhaustif. Première manière, je vais être un tout petit peu ironique, mais c'est, cher Nicolas Hulot, admiré par tout le monde, qui dit « c'est une vengeance de la nature, c'est une revanche de la nature, c'est un ultimatum de la nature ». C'est-à-dire que, voilà, grosso modo, même si le lien entre la pandémie et l'écologie n'est pas absolument évident, pas forcément clair, peut-être pas du tout lié d'ailleurs, pas de relation directe entre le réchauffement climatique et la pandémie et le virus, c'est l'idée que voilà, c'est un signal d'alerte, notre monde, notre manière de vivre n'est pas la bonne et il faut changer. Ce qui me gêne dans cette lecture, on va voir qu'il y a malgré tout des éléments justes, c'est qu'elle ressemble trop, beaucoup trop, à la manière dont par le passé on interprétait les pandémies. C'était pas la nature, c'était Dieu. C'était pas parce que nous avions péché, c'était pas parce que nous avions péché contre la nature, c'était parce que nous avions péché contre Dieu. Et il ne fallait pas changer nos comportements de consommation, il fallait se convertir. Et la conversion, je rappelle, comme au ski, la conversion, c'est vraiment se retourner d'un seul coup. Et donc, ce qui me gêne dans cette lecture écologiste radicale, c'est qu'elle ressemble trop à un discours
j'allais dire pas religieux, je ne suis pas un fanatique de la religion, mais je ne suis pas non plus un athée absolu. Ce qu'il y a de pire dans le discours religieux, c'est le discours de la culpabilité. En revanche, ce qui est incontestable dans ce schéma, c'est qu'on peut envisager que cette crise nous permette, puisqu'elle a détruit beaucoup de choses, qu'en reconstruisant ce que cette crise a détruit, nous soyons attentifs à ne pas reconstruire à l'identique, mais à construire des éléments qui soient plus intelligents pour ce que nous savons de la protection de l'environnement, de la lutte contre le réchauffement climatique et de toute une série d'éléments qui nous permettent de infléchir nos actions. Des choses sont détruites. Ne faisons pas la bêtise de refaire la même chose, puisqu'il s'agit de reconstruire. Reconstruisons différemment en étant davantage attentifs peut-être au recyclage, à l'innovation verte, à l'idée qu'il faut peut-être moins de déchets, enfin pas peut-être, certainement moins de déchets, ou même à l'idée que finalement notre production serait positive, hein, comme la pollinisation des abeilles, ce qui est formidable, ce qui est un modèle de développement durable, c'est que quand les abeilles vont chercher leur miel, enfin le nectar sur les fleurs, c'est l'idéal d'une récolte positive, c'est-à-dire cherchant le nectar sur les fleurs, elles captent le pollen et contribuent à la pollinisation, puisqu'elles posent le pollen sur d'autres fleurs, et elles contribuent à faire en sorte que les ressources se développent. Donc la récolte ici n'épuise pas le champ, n'épuise pas la ressource, mais contribue à l'augmenter. Une récolte qui contribue à augmenter la source. Voilà le rêve du développement. Un développement qui, au lieu d'épuiser, augmenterait. Voilà. Le modèle de la pollinisation est un modèle absolument idéal et il n'est pas du tout certain qu'il soit inaccessible, à condition effectivement de mettre en place des mécanismes innovants, ultra innovants, qui manifestent plutôt le progrès des sciences et des techniques plutôt que le retour en arrière. Ça, c'est le premier schéma, la vengeance de la nature, avec son inconvénient, à mon avis, trop religieux, et ses avantages qui permettent effectivement d'envisager un infléchissement de l'avenir. Deuxième schéma, c'est celui de la démondialisation. La pandémie est mondiale. Si nous avons péché d'une certaine façon, c'est en laissant ouvertes les frontières, c'est en ouvrant les choses aux quatre vents, et donc il faut d'urgence renationaliser. Il faut sortir de la logique qui soit la logique mondiale, et donc renationaliser. Il faut que nous ayons des productions de masques chez nous, des petites tiges pour faire les tests chez nous. Il faut que nous puissions avoir les choses essentielles chez nous pour éviter que cette pandémie se développe. Alors, là encore, excès et moment de vérité. L'excès, c'est l'idée de vouloir revenir à un strict niveau national ou même local, le localisme, hein, les circuits courts. Oui, c'est une bonne chose, mais est-ce que nous le voulons vraiment pour tout ? Parce que ça veut dire que ça coûtera beaucoup plus cher, ça veut dire que des biens seront inaccessibles, ça veut dire aussi que les échanges de biens et de personnes seront devenus extrêmement compliqués. Est-ce que nous souhaitons vraiment ça ? Ou est-ce qu'il faut davantage envisager qu'il y a des secteurs stratégiques que nous devons réincorporer, renationaliser, nous réapproprier, et que d'autres éléments, effectivement, peuvent faire l'objet de cette mondialisation. La mondialisation est un fait multiséculaire. Peut-on vraiment et sérieusement envisager de la détourner, d'y mettre un terme juste du fait d'une crise et de manière définitive ? C'est peu probable. Troisième schéma, c'est le schéma, après l'écologisme, après la démondialisation, c'est le schéma du monde d'après en disant on va repartir comme avant. On va repartir comme avant, ça va être une parenthèse. Vite, reprenons la production, reprenons le marché, et tout ira bien. Il faut vraiment rebasculer sur de la croissance forte, et une croissance qui soit une croissance tonique à tout prix. Là encore, il faut tirer les leçons de cette crise. Ce qui me paraît délicat dans cette logique
marchande, dans ce capitalisme débridé et financiarisé, c'est que nous perdons quelque chose, à savoir qu'il va falloir être attentif, effectivement, au fait que certes, la croissance est souhaitable. Et de ce point de vue-là, les discours décroissants me paraissent invalidés. Nous sommes dans une situation de décroissance. Qui peut le souhaiter? Qui peut souhaiter, sérieusement, de voir les dégâts que cela fait autour de nous, que cela va faire autour de nous? Qui peut souhaiter que, d'une certaine façon, pour lutter contre une catastrophe hypothétique à venir, nous acceptions une catastrophe certaine et qui va toucher la totalité de la société, et notamment les plus fragiles. Qui peut souhaiter que pour éviter une éventuelle catastrophe, nous décidions d'une catastrophe certaine, ici et maintenant? Très problématique. Donc de ce point de vue-là, la croissance reste souhaitable, mais encore une fois, une croissance qui n'est pas à n'importe quel prix. Voilà les trois scénarios qui sont possibles, les trois discours qui sont présents, et je voudrais tenter d'en apporter un autre. Qui, en tout cas je l'espère, ne sera pas idéologique, qui est un discours qui consiste à dire, en fait, ce que nous pouvons espérer du monde d'après. C'est pas plus de protection de l'environnement, fondamentalement, même si c'est très important. C'est pas plus d'intérêt national, c'est pas plus de business ou que sais-je. Non, ça c'est la surface des choses. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Beaucoup plus profond. Ce dont nous souffrons le plus aujourd'hui et que révèle la crise, c'est le sentiment de dépossession démocratique. L'idée que, vous voyez, la démocratie, c'est une promesse extraordinaire, c'est la promesse que le peuple est maître de son destin. Que les individus, en tant qu'ils composent le peuple, sont maîtres de leur destin. Or, cette promesse nous semble devenue problématique. De toutes parts, nous voyons des murailles d'impossibilité. Dans nos vies personnelles, on voudrait faire ça, on ne peut pas. Dans nos vies professionnelles, on voit que les règlements nous empêchent de faire des choses. Au niveau national, il y a beaucoup d'interlocuteurs désormais, beaucoup de puissance, beaucoup de décideurs. Si on prend la liste de décideurs importants dans le monde il y a, je ne sais pas, 50 ans, 60 ans, on pouvait considérer que les gens importants qui décidaient, qui avaient des décisions possibles qui concernaient l'ensemble de l'humanité, se comptaient sur les doigts d'une main. Aujourd'hui, des décideurs aptes à modifier le destin de l'humanité, il y en a des milliers. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des hommes politiques, bien sûr, mais il y a aussi des chefs de religion, il y a des chefs terroristes. Vous avez toute une série d'acteurs qui ont un vrai pouvoir. Et donc la dilution du pouvoir humain, qui en un sens n'est pas une mauvaise chose, puisque ça démocratise en quelque sorte le pouvoir, est aussi le sentiment d'être face à des processus que personne ne maîtrise en vérité. Trop d'acteurs, plus de décideurs. Trop d'acteurs, plus de décideurs, et tous des critiques. Voilà la situation. Et ça crée une sorte de désarroi démocratique, parce que la promesse de maîtriser son destin est délicate. Et donc la démocratie, de ce point de vue-là, est en crise. Elle est dans une situation d'incertitude. On voudrait profondément retrouver de la maîtrise, retrouver de la puissance. Et c'est la tâche du politique, mais c'est aussi la tâche qu'on peut avoir en tant que citoyen. Et pour ça, la condition est vraiment de considérer que cette promesse démocratique, cet idéal démocratique, eh bien, nous devons en prendre conscience pour la suite. Vraiment, la question se pose, est-ce que nous avons encore envie d'avenir, le désir d'avenir? C'était le slogan de Ségolène Royal. Très bien, ce slogan, très intelligent. Est-ce que nous avons envie de l'avenir? Si on nous dit constamment que l'avenir, c'est la catastrophe climatique, que c'est la débâcle financière, que c'est l'appauvrissement, que c'est le déclin de la France, franchement, pourquoi se battre? Est-ce que nous avons envie, collectivement, de faire quelque chose pour après? Est-ce que nous avons envie de l'après, en fait? Est-ce que vraiment nous avons envie de l'après? Ou est-ce que finalement, il ne faudrait pas préférer rester confiné? Voilà le moment révélateur de cette crise. Est-ce que nous ne préférons pas être confinés qu'agir pour l'après? Et agir pour ce qui peut être l'idéal démocratique.
l'idéal démocratique, alors je le dis, c'est un peu comme ça, grandiloquent de le dire comme ça, mais cette civilisation de la démocratie, on n'en a peut-être pas suffisamment conscience. On n'en a pas assez conscience, on n'a pas assez conscience de sa puissance d'enchantement. On dit qu'on vit dans un monde, encore une fois, matérialiste, désert spirituel, nous ne croyons plus à rien. Je ne crois pas que ce soit vrai du tout. Nous avons une promesse qui est extraordinaire dans la civilisation démocratique, qui tient en trois mots, 3 phrases. Tous les humains sont des grands. Voilà, tout le monde est grand. Tous les humains peuvent grandir. Et nous pouvons grandir ensemble. 3 petites phrases qui témoignent de la liberté, nous pouvons grandir, de l'égalité, tous les humains sont grands, et de la fraternité, on peut grandir ensemble. Ça ne concerne pas simplement la vie de la nation, notre vie en tant que citoyen, ça concerne aussi notre vie individuelle. Nos enfants, nous cherchons à les faire grandir. Nous voulons qu'ils grandissent. Et dans un couple, on cherche à grandir ensemble. C'est pas évident, compliqué. Mais potentiellement aussi à vieillir ensemble, ce qui est encore peut-être moins évident. Et puis, nous considérons que les gens qui nous entourent sont des adultes en puissance, sont des grands. Si on y réfléchit, c'est la seule civilisation, la démocratie, qui prétend à cette idée sublime. Vous voyez, prenez n'importe quelle grande civilisation, il y avait quelques grands, parfois un seul, tous les autres étaient des enfants. Pendant très longtemps, la femme était infantilisée. Elle n'avait pas le statut de la grandeur. Seuls les hommes, plutôt bien placés dans l'échelle de la société, étaient potentiellement des grands. Tous les humains sont grands, tous les humains peuvent grandir, et nous pouvons grandir ensemble. Ça concerne aussi le monde professionnel. Est-ce que autour de nous, les gens sont adultes? Est-ce que nous les considérons comme adultes? Est-ce que nous les infantilisons? Est-ce que nous pouvons grandir ensemble, même en tant qu'entreprise, pour faire quelque chose de grand, pour être adulte et pour être un grand adulte? Parce que la seule manière d'ailleurs d'être adulte, c'est de faire grandir. On devient adulte uniquement en faisant grandir les autres. Voilà l'objectif. Et donc je dirais que nous sommes aujourd'hui, avec cette crise, dans un moment assez décisif de savoir si nous avons envie de l'avenir, nous avons envie de ce monde d'après, nous sommes prêts à faire en sorte que ce monde d'après soit un monde démocratique, ce qui n'est pas rien, parce que aujourd'hui la première puissance mondiale n'est pas une démocratie, c'est la Chine, voilà, c'est pas une démocratie. Est-ce que nous avons envie de nous battre pour ça? Et plus individuellement, est-ce que nous avons envie que notre univers autour de nous grandisse, pas forcément en performance, mais grandisse, s'élargisse, s'approfondisse, fasse en sorte que nous sortions véritablement du confinement, de l'étroitesse, que nous ayons des rêves, que nous ayons des perspectives, que nous ayons effectivement une envie d'avenir qui nous permettent de devenir plus grands. Voilà, je crois que c'est la question centrale que nous pose cette période critique, au sens strict du terme, c'est-à-dire période de crise, et le choix, finalement, dépend de nous. Donc le monde d'après, ce sera le monde que nous voudrons bien réaliser avec l'énergie et peut-être un peu d'espoir. Portez-vous bien.